watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet update sur l'affaire Blake Lively, Justin Baldoni. Et encore là, au moment où j'ai fait mon script, il y a encore des nouvelles choses qui s'ajoutent. Là, tous les jours, c'est en train de s'accélérer. Pour ceux qui suivent le feuilleton Blake Lively et Justin, vous allez être ravis, parce que là, je vous dis, il sort beaucoup de choses. Déjà, je vous fais un résumé depuis la dernière vidéo et j'attendrai moins longtemps pour vous faire des updates parce que là, franchement, comme je vous dis, ça s'est accéléré. Alors, déjà, je reviens au 3 novembre 2025. Là, pour moi, Blake Lively, c'est pas cool du tout ce qu'elle a fait. Elle accuse Jamie Hiss, donc le collaborateur de Justin et producteur de Jamais Plus, de ne pas lui avoir remis la fameuse vidéo où on voit sa femme accoucher. Du coup, elle demande des sanctions. Alors, dans sa plainte pour harcèlement S contre Justin, Blake Lively affirmait, rappelez-vous, que Jamie Hiss lui avait montré la vidéo sur le plateau sans avertissement ni consentement, selon ses dires. Et dans une lettre obtenue par People le lundi 3 novembre, les avocats de Blake Lively ont demandé au juge Liman de sanctionner le producteur du film Jamie Hiss, l'accusant de ne pas avoir fourni certains éléments de preuve qu'il était tenu de remettre avant le 2 septembre. Plus précisément, Blake Lively fait référence à la vidéo que Jamie lui aurait montrée sur le tournage du film, où l'on voit sa femme entièrement nue lors de l'accouchement à domicile. Et dans sa lettre, Blake affirme avoir visionné ces images sans avertissement ni consentement. Et elle a pris ça pour du PORNO, rappelez-vous. Alors, jusqu'à présent, Jamie n'a fourni qu'un extrait vidéo de 3 minutes et il est manifestement inapproprié de sa part de prétendre que le court extrait qu'il a fourni est le même qu'il a montré à Blake Lively alors qu'il ne correspond absolument pas à ses souvenirs, peut-on lire dans la plainte. Donc elle accuse Jamie Hiss d'avoir sciemment et volontairement dissimulé des informations pertinentes, l'empêchant ainsi de s'exprimer lors de sa déposition. Donc elle demande au juge Liman d'ordonner à Jamie Hiss de fournir toutes les images relatives à la vidéo de l'accouchement sous 3 jours et de lui interdire de témoigner oralement ou par écrit concernant la diffusion de ces images. Donc rappelez-vous qu'à l'époque, effectivement, Jamie Hiss, en tout cas, ce qu'il expliquait dans la plainte qu'ils avaient tous déposée là, il disait qu'il avait juste montré un extrait de l'accouchement de sa femme, avec le consentement de sa femme, à Blake Lively pour l'inspirer, parce que dans le film, le personnage de Blake, Lily, accouche. Mais effectivement, c'était donc un accouchement à la maison dans une piscine, enfin une petite piscine quoi. Et en fait, il lui aurait montré, selon lui, qu'une petite partie soit la fin. Pas le côté gore où le gamin y sort, etc. Non, juste la fin. Sauf que Blake Lively, elle est en train de jouer sur le fait qu'elle ne se souvient pas vraiment des images qu'elle a vues. Donc elle veut que Jamie Hiss produise tout l'accouchement de sa femme. Ce qui est dégueulasse en somme, parce que ça veut dire qu'elle veut que tout le monde puisse voir l'accouchement de sa femme. Déjà, c'est extrêmement humiliant. Enfin, à la base, il lui a montré cet extrait dans un cadre privé. Il l'a montré qu'à elle, pas à toute l'équipe. Regardez ma femme, les jambes écartées, qui donne la vie. Il l'a montré qu'à elle. Elle avait déjà rencontré la femme de Jamie Hiss. Je vous mets des images là sur le tournage où c'est bien Jamie Hiss qui parle ainsi qu'à sa femme. Donc, elle la connaît. Déjà, comment elle a pu confondre ça avec un PORNO, je ne sais pas. On a vraiment l'esprit mal placé. Et donc là, elle veut leur infliger l'humiliation de montrer à tous les avocats, potentiellement même au tribunal, la vidéo de l'accouchement de la femme de Jamie, sous prétexte qu'elle ne se souvient pas exactement de quelles images c'était. Est-ce que vous vous rendez compte du coup de la mentalité de la bonne femme? En tant que femme, t'es prêt à faire ça à une autre femme? Là, je suis choquée. Parce qu'ok, elle a un problème avec Jamie Hiss, d'accord, mais sa femme, elle t'a rien fait. Donc pourquoi tu veux l'humilier de la sorte?
Blake, jusqu'au bout. Si je pensais pas qu'elle pouvait tomber plus bas, et ben elle arrive encore à le faire. On arrive donc au 5 novembre 2025. Le juge rejette une nouvelle fois les accusations de Blake Lively contre Jed Wallace, le spécialiste des réseaux sociaux. Donc le juge Liman a statué que les avocats de Blake Lively n'avaient pas démontré que Jed Wallace, basé à Austin au Texas, avait des liens suffisants avec New York pour pouvoir y être poursuivi. Donc Jed Wallace, je sais pas ce qu'elle va faire, mais en attendant, Jed Wallace, il poursuit Blake Lively en diffamation devant un tribunal fédéral du Texas. Donc 7 novembre 2025. Alors là, Blake Lively, de nouveau, elle affirme avoir subi un préjudice estimé à 161 millions de dollars suite à la campagne de diffamation orchestrée par Justin Baldoni. Alors là, elle est montée dans les tours avec les sous. Alors, à l'époque où elle a porté plainte l'année dernière, ses avocats estimaient son préjudice à plus de 75 000 dollars. C'était en décembre. Maintenant, donc, on est en novembre 2025. Dans un document remis à la défense en juillet et rendu public, donc là, récemment. Finalement, les avocats de Blake Lively estiment son préjudice à au moins 161 millions de dollars. On est passé de 75 000 à 161 millions. Imaginez. Blake Lively affirme avoir subi une perte considérable de revenus passés et futurs liés à son métier d'actrice, ainsi qu'à ses conférences, à la production, à ses apparitions publiques et autres activités. Donc elle réclame plus de 56 millions de dollars de pertes de revenus et 71 millions de dollars de pertes de bénéfices pour ses marques Betty Buzz, Betty Boos et Blake Brown Beauty. La plainte allègue également que Blake Lively a subi un préjudice moral estimé à 34 millions de dollars en raison d'environ 65 millions d'impressions négatives la concernant sur les réseaux sociaux. Ces chiffres sont provisoires et devront être confirmés par une expertise comme indiqué dans la plainte. Donc elle demande également des dommages et intérêts punitifs, le remboursement de ses frais d'avocat et une indemnisation pour préjudice moral. La plainte allègue que Blake Lively a subi des souffrances physiques et morales ainsi que des humiliations et réclame des dommages et intérêts de l'ordre de 250 000 à 400 000 dollars. Dans les documents de Blake Lively figure également une longue liste de célébrités susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l'affaire, même si elles ne seront peut-être pas tenues de témoigner au procès de mars 2026. Cette liste comprend Taylor Swift, Emily Blunt, Scooter Braun, Hugh Jackman, Gigi Hadid, ainsi que des dirigeants d'agences et de Sony. Mercredi 12 novembre. Blake Lively remporte une petite victoire. Le juge a rejeté la plainte en diffamation déposée contre elle par Jed Wallace. Bon, ça c'est fait. Selon TMZ, l'affaire de Jed Wallace a été rejetée pour des raisons de compétence territoriale du tribunal car il l'a déposée au Texas où il est basé. Avec cette décision, toutes les poursuites en représailles intentées contre Blake Lively par Justin, Wayfarer Studios et leurs équipes de communication de crise et numérique ont été rejetées. Madame Lively aura l'occasion de faire valoir ses droits lors du procès au mois de mars. Encore et toujours. De son côté, Justin, il demande le rejet de la plainte de Blake Lively. Ni plus, ni moins. Donc, dans le dernier développement de la bataille juridique en cours, les avocats de Justin et de son équipe Wayfarer Studios ont déposé une motion, et elle fait très mal, demandant au juge de rejeter la plainte de harcèlement S et de représailles de Blake à son encontre. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à cette motion car elle est scellée. Donc là, c'est vraiment des infos que j'ai récupérées à droite à gauche pour vous en parler. Donc selon le Mail Online, les avocats affirment que l'affaire devrait être rejetée parce qu'aucun jury raisonnable ne jugerait Justin Baldoni coupable de l'avoir harcelé intimement sur le tournage du film Jamais plus et d'avoir orchestré une campagne de diffamation pour ruiner sa réputation. Il conteste également l'affirmation de Blake Lively selon laquelle elle a perdu au moins plus de 56 millions de dollars en revenus passés et futurs provenant de ses activités d'actrice, de productrice, de conférencière et de parrainage à la suite de la mauvaise pub et de l'affaire judiciaire en cours. Les avocats affirment que ce chiffre ne peut pas être calculé avec une certitude raisonnable et que les accusations de manque à gagner sont donc purement spéculatives. Donc dans ce document de 73 pages, le groupe expose les raisons pour lesquelles le juge Liman devrait rejeter l'affaire avant même qu'elle ne soit portée devant les tribunaux. Donc voilà, comme je vous dis, j'ai été piochée à droite à gauche sur le net pour voir ce qu'il y avait là-dedans. Alors, du lourd. Déjà, encore des textos, encore des échanges de messages, notamment un
où on voit Justin Baldoni qui parle avec quelqu'un de Ryan Reynolds. Alors, là, il échangeait avec l'acteur Rainn Wilson au sujet des réprimandes de Ryan Reynolds, qui confie à son collègue s'être ressenti émotionnellement paralysé après la confrontation avec Ryan en janvier 2024 dans l'appartement new-yorkais que la star de Deadpool partage avec sa femme. Justin a déclaré s'être ressenti pris au dépourvu par Ryan, qu'il a trouvé très condescendant lors de cet échange. C'était, rappelez-vous, il y a eu la grosse embrouille où il a dit à Justin d'où tu parles du poids de ma femme. Il avait demandé combien elle pesait pour savoir s'il pouvait la soulever sans se péter le dos. Ça n'a pas plu. Enfin bref, du coup, il s'était fait embrouiller par Ryan Reynolds. Je vous avais parlé de cette histoire. Hein. Donc là, il en parle le jour même à un collègue. Donc je poursuis. Ryan me parlait comme un enfant de 5 ans et me grondait. Ils ont dit en substance que Jamie et moi n'étions pas ceux que nous prétendions être et que notre podcast était dangereux car il donnait aux gens un faux sentiment de sécurité. C'est difficile de croire que la plupart de leurs accusations à mon sujet sont fausses car ils sont persuadés que c'est vrai. Et il confie encore à ce Wilson qu'il se sentait émotionnellement paralysé, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Donc il déclare toujours par SMS que pour la première fois, il considérait Ryan et Blake comme des adversaires plutôt que comme des collaborateurs. J'étais en plein conflit intérieur, déclare-t-il, car j'avais envie de tout faire capoter et de mettre fin à ce film tellement je trouvais ça injuste. Et il ajoute que malgré cette situation inéquitable et ce déséquilibre de pouvoir, il avait fait de son mieux pour apaiser les inquiétudes de Ryan Reynolds. La seule solution était de connaître les sentiments de Ryan et de Blake, de présenter mes excuses et d'affronter la colère d'un mari furieux. Mais même ça, je n'y arrivais pas. Et il a ajouté s'être tourné vers la spiritualité pour trouver la force nécessaire face à cette situation difficile. J'ai prié sans cesse pour trouver les mots, mais ils ne sont pas venus. Je me suis sentie abandonnée de Dieu à ce moment-là, même si je sais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il raconte encore que Ryan lui a dit ce jour-là qu'il avait qualifié ses agissements de maltraitance. Et à propos de Blake Lively, Justin dit, toujours à son pote, on nous a dit que c'était la pire expérience de sa vie. Et d'autres ont été témoins de ses comportements. L'ambiance sur le plateau était vraiment inquiétante. Voilà, donc en gros, il lui raconte tout ce que les autres lui ont reproché et il n'a rien compris. Donc il explique que la colère de Ryan avait été déclenchée par des questions qu'il avait posées à un entraîneur personnel travaillant sur le film au sujet de poids de Blake. Donc voilà ce que je vous expliquais. Et il précise qu'il avait déjà souffert de problèmes de dos et qu'il ne voulait pas risquer de se blesser. Il a donc demandé à l'entraîneur de se renseigner auprès de Blake, qui en a ensuite informé Ryan. Alors l'équipe juridique de Justin a déclaré que leur client avait affirmé n'avoir jamais été traité de la sorte de toute sa vie, qualifiant l'échange de traumatisant. Les avocats de Justin ont fait remarquer que les réprimandes inappropriées et humiliantes proférées par Ryan à l'encontre de Justin ont été prononcées peut-être intentionnellement alors que d'autres amis célèbres entraient et sortaient de leur penthouse. En gros, pour le faire vraiment passer pour un con et l'humilier devant d'autres célébrités. Et là donc on a son ami Wilson qui lui répond « Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Tu as été piégé, pris au dépourvu et attaqué personnellement. Je suis abasourdi. Je comprends parfaitement ton état comme un lapin pris dans les phares. C'est sans doute mieux ainsi. Tu n'as pas immédiatement présenté tes excuses. Je suis tellement reconnaissant que Jamie soit ton partenaire et qu'il ait pu intervenir avec diplomatie quand il le fallait. Courage mon frère. Crée une histoire formidable, importante et divertissante. C'est tout ce que tu peux faire maintenant. » Donc il y a eu ça déjà. Ensuite, il y a eu des échanges de textos avec Judas. J'ai envie de l'appeler elle. Colleen Hoover. Alors, Colleen Hoover qui s'est dit être déçue. Donc, il y a un échange de textos. Elle parle avec Justin. Elle dit qu'elle s'est sentie forcée de choisir entre elle et Blake Lively. Donc c'est des SMS qui datent du 15 août 2024. On a donc Colleen Hoover qui dit « J'ai l'impression d'être complètement isolée. Je sais que la situation a dégénéré et que je me suis sentie obligée de choisir alors que je ne le voulais pas. Mais ces articles incessants des deux camps sont vraiment pénibles et ridicules. Cela donne une image immature de toute l'équipe du film. Chacun essaie de se sauver et maintenant c'est devenu un véritable fiasco. Je sais que vous pensez que j'ai
pris des décisions pour certaines raisons, mais je ressentais déjà ce fossé bien avant d'être en contact avec Blake. Quand je suis la cible de telles attaques, le fait que vous publiez cet article et laissiez les commentaires alimenter la polémique est blessant. Et le moment choisi donne l'impression que vous vous souciez davantage de votre image que des femmes qui sont à l'origine de cette histoire. Alors, elle parle d'un article, je vais vous en reparler après. Je poursuis les textos. Tout a commencé lorsqu'on m'a interdit de lire le scénario avant les lectures, mais ensuite, toutes les interviews ont donné l'impression que vous m'aviez incluse dans le scénario dès le départ. Toujours Colleen Hoover qui écrit ça à Justin. Puis, il y a eu toute cette histoire de documentaire pour lequel j'ai refusé à maintes reprises et le livre. Quand je vous ai demandé de reverser au moins une partie des bénéfices à la lutte contre les violences conjugales, on m'a répondu que le seul moyen d'obtenir un don était que je prenne 1% et que je le donne moi-même. J'ai été personnellement déçue par vos agissements à plusieurs reprises. J'apprécie que vous n'ayez rien dit de négatif directement, c'est ainsi que cela devrait être, mais vous êtes des adultes qui avez une certaine influence. Vous savez comment l'utiliser pour protéger votre image. Je vous en prie, cessez de l'utiliser pour me nuire, moi ou mes proches. C'est tout ce que je demande. Alors là, si vous voulez, ce qui est très drôle, c'est que cet échange de textos, on voit qu'en fait, Colleen Hoover, peut-être qu'elle est au courant qu'il va y avoir une plainte déposée par Blake, parce que tout ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Quand elle dit qu'elle n'a pas été incluse dans l'écriture du scénario, tout ça, machin, c'est faux, parce que du coup... Justin a publié des messages où on voit qu'il parle avec elle bien avant. En fait, ça fait 5 ans qu'il travaillait sur ce projet-là. Elle a été inclue depuis le début. Donc, elle a l'air un peu con parce que là, on voit tous les messages où il lui fait que des retours de scripts qui sont écrits au fur et à mesure. Donc il lui donne les pages, elle les lit, elle donne son avis, elle donne son retour. Quand elle comprend pas un truc, il lui dit. Elle a même parlé du design du tatouage, même ça, le petit cœur, même ça, elle lui a envoyé. Enfin, on voit que c'est complètement faux le texto qu'elle vient d'écrire. Il l'a toujours tenu au courant du scénario quand il l'a écrit. Et là où elle parle de l'article, tout ça, en fait, c'est parce que Justin, il était pas d'accord avec la fin du premier livre. Il a acheté les droits pour les 2 tomes, tomes 1 et 2. Pour ceux qui l'ont pas lu, dans le 2, donc, Lily se met en couple avec Atlas, mais c'est compliqué parce qu'il y a Ryle également qui veut voir sa fille, et Lily, elle est pas à l'aise de lui laisser sa fille, qu'il soit seul avec elle par rapport à leur passé. Bref, voilà, donc ça va être basé sur la coparentalité, puis Atlas de son côté qui retrouve son petit frère. Enfin, c'était complètement con. J'ai pas aimé du tout le tome 2, nul. En fait, ce qui dérangeait Justin, c'était que la fin ouverte du tome 1 sur le fait que, oui, il va y avoir donc une coparentalité, même si elle est un peu compliquée avec Ryle. Justin, en fait, ça lui plaisait pas trop parce que ça donnait un peu l'impression de minimiser les actes de Ryle. En gros, j'ai frappé la mère de mon enfant, j'ai été horrible, mais c'est pas grave, quoi. Elle me pardonne, on va être coparents, c'est super, tout est bien dans le meilleur des mondes. Justin trouvait que c'était trop facile, que c'était trop youpi les bisounours, et il voulait vraiment une fin beaucoup plus fermé afin que le message soit plus juste en fait. Ouais, il a juste voulu rectifier la maladresse de Colleen Hoover sur le sujet. Mais elle était d'accord, puisqu'encore une fois, elle a validé. Enfin, normalement, elle le savait. Cette fin-là, elle la savait. Et là, elle est en train de dire que ce qu'a publié l'article là par rapport à cette fin, elle veut pas que Justin laisse cet article sorti, parce que ça explique qu'en fait, il n'y aura pas de tome 2, de film 2. Justin dit ok, mais ok, on retire l'article, mais j'ai pas dit une dinguerie en fait, tu le savais. Enfin, tu le savais. Disons que s'il y a une suite, un deuxième film, Ryle ne peut pas être dedans. Enfin bref, chacun avait sa vision du truc et Colleen était censée être d'accord. Or là, on apprend que madame veut un deuxième film. Donc c'est intéressant de voir que finalement, Colleen donne l'impression de retourner sa veste parce qu'elle veut encore toucher de la thune d'un deuxième film. C'était un petit peu ce qu'on avait dit déjà il y a quelques mois, qu'à mon sens, Blake Lively et Colleen Hoover voulaient récupérer les droits du deuxième bouquin pour l'adapter sur grand écran. Mais c'est Justin qui a les droits. En tout cas, on comprend que là, un deuxième film, faire la suite du livre au cinéma, ça n'a pas vraiment de sens. Et franchement, autant nous éviter ça, parce que je vous dis, c'était nul, complètement nul. Bref. Donc voilà, elle raconte encore des conneries, celle-là. Elle dit n'importe quoi, désolée, mais franchement, quand j'ai lu les messages, et on voit que Justin commence à être saoulé, parce que du coup, il envoie les réponses de Colleen à son équipe, et il dit, mais je réponds quoi à ça, en fait? On voit qu'il
commence à être fatigué du délire. Donc voilà, c'est compliqué. Je vous dis, c'est Judas, Colin Hoover. C'est quand même lui qui a repéré son livre quand il n'était pas connu, quand il n'avait pas encore fait le buzz. Il lui a donné sa chance de le porter à l'écran et elle a retourné sa veste dès qu'il y a eu Blake Lively dans l'histoire. Bref. Ensuite, alors là, c'était génial. On a vu une compilation d'extraits filmés. Les rushs qui ne vont pas dans le sens de ce que raconte Blake. Non. Dans un extrait d'1 minute, produit comme pièce à conviction dans la requête de Justin, pour dire non mais arrêtez, évitons le procès. Il n'y a pas de quoi faire un procès en fait. Il y avait une scène qui se passe dans l'hôpital. Et là, on voit Ryle qui est en tenue, de médecin, et Lily, Blake, donc, qui arrive et qui l'embrasse sur la bouche. Cette scène n'était pas scriptée. C'est Blake qui a improvisé le baiser sur la bouche. Donc, comment vous dire que Blake, dans toute sa plainte, c'est que des trucs... en fait, tout ce qu'elle reproche à Justin, c'est elle qui le fait. Le baiser n'était pas scripté. Elle se permet de l'embrasser sur la bouche. Pourquoi? Donc, c'était pas du tout prévu. Bref, on voit une autre vidéo où Blake Lively, elle arrête pas de parler de ses bottes qui sont tellement sexy car elles frappent le bois. Alors, je pourrais peut-être pas vous mettre les sous-titres de tout parce que j'avoue que j'entends pas très bien, mais j'entends très bien quand elle parle de ses sexy boots. Et ça, rappelez-vous, c'est hyper important parce que c'est aussi dans sa plainte où elle dit que Justin disait mais c'est plus sexy comme ça. C'est donc du harcèlement S qui dit ça, alors que c'était elle qui a employé le mot sexy à tout va, parler de ses tenues, de ses trucs et tout. Et là, on l'entend justement en train de dire que ses bottes, elles sont super sexy. En plus, à tout un groupe de mecs qui, on voit, n'en ont rien à foutre de ses chaussures. Excusez-moi, mais je dis les termes. On voit que les mecs la calculent même pas et elle est là en train de faire l'apologie de ses bottes. Bref. The reason they're so sexy is because it's just like naked foot, like Cinderella, but there's no platform. So if your phone is hitting wood, it is. It's actually really cool. And I did it before. Alors, autre chose qu'on reproche à Justin, c'est d'avoir instauré sur le lieu de tournage la culture du câlin. Donc, lors de sa déposition, l'avocat de Blake Lively a dit à Justin, êtes-vous au courant que alors c'est la déposition de Vivian Baker, maquilleuse de longue date de Blake Lively. Donc, il lui dit, êtes-vous au courant que cette Vivian a témoigné qu'il existait une culture des câlins sur le tournage du film? Justin répond, je le sais maintenant. Êtes-vous au courant qu'elle a dit que cela mettait mal à l'aise plusieurs personnes? Justin répond, je trouve cela étrange, parce que c'est souvent elle qui venait me faire un câlin. Alors l'avocat enchaîne, et c'est pour cette raison que vous trouvez étrange qu'elle ait témoigné que plusieurs personnes se sentaient mal à l'aise avec cette culture des câlins sur le tournage? Et Justin répond, exact. Wow. That's hilarious. Thank you so much. I appreciate you. Thank you. Thank you. I got you. Hopefully, you asked the right one. Whatever that is. Thank you for everything. Oh, there you are. Yes, you did. Yeah. Wrapped out. Okay. You're awesome. You were amazing. Really, this is like, so you have some depth and soul. I saw it in the audition, but we're gonna kill the rest of it. I'm excited. And then, who knows, there might be some stuff. Oh, I think I did. It was in the front. It was a video. Et il y avait encore autre chose que j'ai lu et qui m'a fait rigoler. Il me semble que c'était suite à ce baiser improvisé donc de Blake. Je sais plus trop parce que j'ai vu ça passer, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Si je le retrouve, je vous le mets. Mais j'ai vu que Justin, à un moment donné, il a dit à son équipe, je sais plus par rapport à quoi, mais il a dit la dernière chose que je veux, c'est embrasser cette femme. Et pour moi, ça veut tout dire parce que
Justement, quand on sait que Blake Lively, sa plainte de harcèlement S, repose sur le fait que Justin l'a mordillé, qu'il mettait les baisers, il les faisait retarder, ils étaient plus lents, etc., que ça la mettait mal à l'aise. Tout ce qu'on voit en fait comme preuve, c'est que non seulement là, c'est elle qui fait des baisers non scriptés, et que là, en plus de ça, Justin, la dernière chose qu'il veut, c'est l'embrasser. Il l'a écrit noir sur blanc, quoi. Alors, est-ce qu'il bluffe? Je sais pas, je vois pas l'intérêt, en fait, qu'il bluffe avec son équipe, quoi. Et n'oublions pas non plus, que, encore une fois, c'était elle qui a incité Justin à venir dans sa caravane pendant qu'elle l'allaitait. Elle dit que Justin y venait, Jamie également. Enfin, moi, le texto du « je suis en train de pomper mon lait, mais tu peux venir ». Et on voit Justin qui répond « non, mais je viendrai après le déjeuner ». Et encore également, des choses qu'on a vues, plein d'extraits qu'on a vus où c'est Blake qui a touché au scénario. Et alors, il y a une scène où elle rentre dans la cuisine, je crois que c'est après leur première nuit ensemble, et elle dit « oh là, t'es en train de mettre en scène un film porno, je sais pas quoi ». Like frittata? What is happening? No, I feel like I'm in a porno. What is this? Ça encore, c'est elle qui voulait dire cette phrase-là. Si vous voulez, de tous les échanges téléphoniques, tous les SMS que j'ai pu voir depuis le début de cette affaire, plus là, ces petits bouts, ces petites réflexions, tout ça, mais celle qui parle que de fesses et qui fait des choses inappropriées, c'est Blake. Quand elle parle de ses hémorroïdes, je sais pas quoi, à Justin et tout, enfin... Pour moi, Blake, elle est hors sol et elle ne supporte tout simplement pas que les gens lui aient tourné le dos à cause de son propre comportement à elle, à cause de sa promo bidon qu'elle a faite et qui était complètement inappropriée par rapport au sujet. Elle a rien compris au film qu'elle a tourné et il lui fallait un bouc émissaire et Justin, quoi. Bon, voilà, je vous laisse là. On en reparle une prochaine fois. Du coup, je vous ferai un update dans moins longtemps. La suite du feuilleton. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.